7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous recevons le professeur Emmanuel Chartier-Kassler, urologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Bonjour, professeur. Bonjour. Vous êtes en Polynésie dans le cadre des 4e journées francophones d'urologie du Pacifique Sud qui s'achèvent aujourd'hui dans un hôtel de Fa'a. Absolument. L'urologie, professeur, qu'est-ce que c'est pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne savent pas, qui ne connaissent pas? Alors l'urologie, c'est la chirurgie de l'appareil urinaire. L'appareil urinaire, ça comprend le rein qui produit les urines, le petit canal qui va des reins à la vessie qui s'appelle l'urtère, la vessie qui est le réservoir qui stocke les urines, et puis chez l'homme en dessous il y a la prostate qui est un organe qui sert à la fois à la reproduction et puis qui participe au fait d'uriner, et puis il y a le testicule chez l'homme, toute la pathologie, ce qu'on appelle des organes génitaux externes, c'est toutes les bourses et la verge. Et puis les urologues s'occupent d'incontinence, et d'ailleurs ça sera le thème majoritaire de la session de notre congrès ce soir. L'incontinence, qu'est-ce que c'est? L'incontinence, c'est le fait de ne pas contrôler ses urines et de les perdre de façon involontaire. C'est quelque chose qui touche plus les femmes après les grossesses, les accouchements, la ménopause, mais qui touche aussi les hommes après certaines chirurgies, comme celle du cancer de prostate. Et c'est un sujet qui est particulièrement handicapant et dont on s'occupe beaucoup. Il y a beaucoup de cas d'incontinence en Polynésie? Alors, je ne connais pas l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux patients incontinents en Polynésie, mais en Polynésie, heureusement, il y a des femmes et des enfants, ce qui veut dire que très probablement, beaucoup de femmes soit n'en parlent pas, soit ont une incontinence qui ne les gêne pas toujours, mais qui peut handicaper un peu leur vie. Ça se soigne? Comment ça se soigne? Comment on peut lutter contre l'incontinence? Alors, l'incontinence urinaire, il y en a plusieurs types. Il y a l'incontinence à l'effort, c'est celle qui consiste à avoir des fuites quand on tousse, quand on rit, quand on court, quand on marche. D'abord, ça se rééduque. Et quand la rééducation ne marche pas, c'est de la chirurgie. Et c'est là que l'urologue intervient et peut faire des chirurgies qui se font par les voies naturelles, qui vont permettre au canal de l'urètre, le canal pour uriner, d'être résistant à l'effort. Et puis, si la chirurgie simple ne marche pas, il y a des chirurgies plus complexes qui ne se font pas forcément ici quand ça devient très compliqué, mais en tout état de cause, la première prise en charge de l'incontinence ne pose aucun problème sur le territoire. Donc, un urologue s'occupe du système urinaire qui comprend le rein, l'urtère, la vessie, la prostate, la testicule, vous l'avez dit. Parlons du sujet du cancer de la prostate, qui est le cancer le plus présent chez l'homme, en général en Polynésie et en métropole. Quelle est la situation actuellement par rapport au cancer de la prostate? Alors, le cancer de la prostate, c'est le premier cancer de l'homme. Ce n'est pas le premier cancer en termes de mortalité, mais c'est le premier cancer en termes de fréquence. C'est un cancer qui fait l'objet d'un dépistage individuel, c'est-à-dire que c'est un choix du patient avec son médecin, qu'il soit le médecin généraliste ou l'urologue, de faire le dépistage. Et le dépistage, c'est assez simple à faire. Il faut faire une prise de sang qui s'appelle le PSA. PSA, c'est un acronyme, ça veut dire antigène spécifique de la prostate. Et quand ce PSA est trop élevé, eh bien, on peut suspecter qu'il puisse y avoir un cancer. À ce moment-là, on fera des biopsies, c'est-à-dire que chez l'urologue, avec un échographe, on fera des prélèvements dans la prostate et ces prélèvements seront envoyés au laboratoire pour savoir s'il y a ou non des cellules cancéreuses. Est-ce qu'on a un ordre d'idée par rapport au nombre d'hommes atteints du cancer de la prostate en métropole en général? Est-ce que c'est 1 sur 10, 2 sur 10? Oui, bien sûr, on connaît surtout le nombre de nouveaux cancers chaque année. Ce nombre de nouveaux cancers est environ 20 000 par an. De la prostate? De la prostate. 20 000 qui seront opérés. Alors en fait, ça en fait plus de nouveaux cancers. Mais on ne traite pas tous les cancers de la prostate. Et ça, c'est un message important qu'il faut faire passer. Tout cancer ne mérite pas forcément d'être traité. Beaucoup sont surveillés parce qu'avec l'âge, il est quasiment, entre guillemets, normal chez un homme d'avoir des cellules cancéreuses dans sa prostate. Et donc, quand on a 75, 80, 85 ans, toutes les cellules cancéreuses qu'on peut découvrir ne seront pas traitées et certaines sont simplement surveillées. Et ça, c'est important à savoir parce que il ne s'agit pas de savoir si on est agressif ou pas avec la prostate, il s'agit de savoir si on a un cancer qui est lui-même agressif ou pas. Et là, il y a des facteurs dont c'est le métier de l'urologue de les rechercher. Et si ce cancer n'est pas agressif, on va le surveiller simplement. Est-ce qu'il y a un âge, du moins un âge pour aller se faire dépister que vous conseillez peut-être? Ça, c'est une très bonne question. Oui, il y a un âge, à partir de la cinquantaine. Avant, c'est pas possible d'avoir le cancer de la prostate? Alors, c'est toujours possible. En médecine, il n'y a jamais de 100%, donc on peut toujours l'avoir plus tôt, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Et en tout état de cause, il y a des facteurs de risque qui font qu'on peut être amené à le faire plus tôt que 50 ans, mais ça ne concerne pas directement la Polynésie. Ce sont les hommes à la peau noire
Et en l'occurrence, pour ce qui est de la France, les Antilles, par exemple, sont une zone endémique de cancer de prostate. Et puis les hommes dans lesquels, dans la fratrie, on retrouve plusieurs cancers de prostate chez les frères, le père, le grand-père. Là, il faut se faire dépister plus tôt. En Polynésie, on ne connaît pas spécialement le facteur de risque lié à l'ethnie. Donc, à partir de 50 ans, s'il n'y a pas eu d'antécédent dans la famille, c'est raisonnable. Et on sait qu'en gros, si à 50 ans, on a un PSA inférieur à 1, on pourra attendre 2 à 5 ans pour refaire un deuxième dosage. Alors, professeur Chartier-Kassler, est-ce que vous pouvez rétablir une vérité et comme quoi la masturbation ne prévient pas les risques de cancer de la prostate? Alors, vous m'autoriserez à sourire, mais c'est un sujet qui... On entend souvent ça. Absolument. Comme on dit dans notre jargon, c'est un peu comme un marronnier. C'est quelque chose qui revient régulièrement. Non, il n'y a jamais eu d'études qui permettent de dire que la masturbation ou le degré d'activité sexuelle soit un moyen de prévenir le cancer de prostate. Tout et son contraire ont déjà été écrits. Et nous n'avons aucune donnée qui permet d'étayer cette hypothèse. Alors, vous vous occupez du système urinaire, donc il n'y a pas que le cancer de la prostate qui est concerné, il y a d'autres cancers. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous en parler? Oui, alors on s'occupe des cancers des autres organes de l'appareil urinaire. Alors on va commencer par le rein, pour commencer par le haut, là où les urines sont produites. Le cancer du rein, ce n'est pas un cancer très fréquent, mais c'est un cancer qui se découvre toujours par hasard. Il n'y a pas de moyen de dépistage systématique. On fait une échographie, on fait un scanner pour autre chose et on va trouver une boule sur le rein. Ce qui est nouveau dans le cancer du rein, c'est qu'aujourd'hui, dans la majorité des cas, on va juste enlever la tumeur, on ne va pas enlever le rein complet, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Donc on a énormément progressé dans la technique chirurgicale et dans le fait que quand il y a une simple tumeur, on n'enlève que la tumeur. Et puis ensuite, on surveille les gens. Quand la tumeur est isolée, il n'y a pas d'autre traitement que la chirurgie, il n'y a pas de chimiothérapie et on en reste là. Il y a un deuxième cancer qui est beaucoup plus agressif et qui mérite d'être surveillé de près, c'est le cancer de vessie, dont le premier facteur de risque est le tabac. Donc bien sûr, si nos auditeurs fument, eh bien, ils peuvent d'emblée arrêter de fumer. Le tabac est un facteur de risque majeur de tumeur de vessie. Chez l'homme comme chez la femme. Chez l'homme comme chez la femme, et c'est d'ailleurs pour ça que ce cancer qui était très masculin il y a 20 ou 30 ans, est devenu mixte aujourd'hui, hommes et femmes, puisque les femmes fument plus, au moins en métropole. Je ne sais pas ce qu'il en est sur le territoire. Et le cancer de vessie, c'est une tumeur qui est facilement agressive. Et pour que nos auditeurs sachent tout sur ce cancer, quand la tumeur envahit le muscle, donc envahit en profondeur, le seul traitement, c'est d'enlever la vessie, ce qui est une conséquence majeure sur le plan fonctionnel. Et les urines, elles doivent être soit dérivées dans une poche sur le ventre, ça s'appelle une stomie, soit, et c'est le plus souvent ce qu'on peut faire, on reconstruit une vésicule de l'intestin. C'est de la chirurgie lourde, mais nos collègues sur le territoire savent parfaitement faire ça. Le font, j'en suis sûr, absolument régulièrement et permet aux patients de retrouver une qualité de vie. Il y a d'autres cancers rapidement, comme celui de la testicule. Alors, le cancer du testicule, c'est un cancer qui est souvent découvert par hasard par des hommes qui font de l'autopalpation. Historiquement, les cancers du testicule étaient beaucoup découverts par nos collègues militaires, puisque le service militaire permettait d'examiner tous les hommes d'une même tranche d'âge. Aujourd'hui, il n'y a plus ça, mais les hommes sont invités à s'auto-examiner de temps en temps. S'il apparaît une boule suspecte ou une augmentation de volume d'un testicule, il faut consulter. Le cancer de testicule, ça s'opère pour commencer. On enlève le testicule malade, on l'envoie au laboratoire, on connaît la nature du cancer et selon sa nature, on fait soit de la chimiothérapie, soit des rayons. Professeur, merci pour ces précisions par rapport au cancer. Une dernière question rapidement. Les transplantations rénales ont lieu en Polynésie depuis 4 ans désormais. Votre avis d'expert, vous pensez que les équipements, les connaissances sont suffisantes en Polynésie rapidement? Absolument. La transplantation rénale en Polynésie a été mise en route il y a 4 ans lors des 3e journées polynésiennes d'urologie avec l'aide du service d'urologie de l'hôpital Pompidou à Paris et le professeur Arnaud Méjean qui est d'ailleurs avec nous à nouveau. C'est un programme qui marche extrêmement bien, que ce soit sur des donneurs vivants apparentés, c'est-à-dire un rein donné par la famille, ou sur des donneurs qu'on appelle cadavériques, ce sont les patients qui ont eu des accidents qui sont en coma dépassé et qui vont donner leur rein pour être greffés à des anonymes. Ce programme marche très bien, j'ai vu les chiffres. Hier, on a eu la présentation par nos collègues néphrologues qui gèrent le programme ici. Ce programme se porte très bien et rend un service immense à une population qui est celle des insuffisants rénaux en dialyse.
Alors sur le plan économique ou sur le plan qualité de vie, il faut que ce programme se poursuive de façon aussi énergique qu'il a été développé depuis 4 ans. Merci en tout cas professeur Emmanuel Chartier-Kassler, urologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Vous êtes en Polynésie pour les 4e journées francophones d'urologie du Pacifique Sud qui s'achèvent aujourd'hui. On retiendra qu'il faut se faire dépister pour le cancer de la prostate, un message pour les hommes au moins à 50 ans et puis 20 000 nouveaux cancers de la prostate sont dépistés chaque année en métropole. Merci professeur. Et puis aussi la transplantation rénale qui est absolument divine ici en Polynésie, elle marche bien. Absolument. Bonne journée à vous. Merci. C'était